la mafia le plus influent et le plus riche de la fin du XXe siècle. C'était le capo di tutti capi, celui à qui tout le monde devait rendre des comptes. Pendant une vingtaine d'années, Gigante a joué la comédie la plus mémorable de l'histoire de la mafia. Feignant la folie, il est tranquillement devenu l'un des parrains les plus puissants de la mafia. Vincent Gigante était surnommé par la presse The Hot Father, le drôle de parrain. Il se faisait passer pour un vieux gâteux aux yeux du monde, alors que c'était un redoutable caïd. Quand le FBI réalise son erreur, le bureau met toutes ses ressources en œuvre pour le faire tomber. Mais le maître du subterfuge va-t-il encore une fois passer entre les mailles du filet ? Au milieu des années 1980, 5 familles de la mafia règnent sur la ville de New York. Elles contrôlent toutes les entreprises de bâtiments et de transport, ainsi que tous les syndicats ouvriers. Par la violence et le racket, elles régentent l'économie de la ville. Depuis des années, les forces de l'ordre tentent en vain de les abattre. Et la justice américaine met en place une opération destinée à les anéantir. Le plan est audacieux, mais simple. Décapiter la mafia new-yorkaise en s'attaquant directement aux hommes qui contrôlent la ville. Des hommes tels que Carmine Persico, le chef de la famille Colombo. Paul Castellano, qui était la tête de la famille Gambino. Antonio Dux Corallo, le parrain des Lucchese. Et Fat Tony Salerno, qui dirige la puissante famille Genovese. Ces parrains forment le gouvernement de la mafia américaine, appelé la Commission. C'est au procureur Rudolph Giuliani qu'incombe la tâche de faire tomber ces caïds. Ce même Giuliani qui, un jour, va devenir le maire de la ville de New York. Le procureur estime qu'en mettant ses hommes à l'ombre, il aura définitivement nettoyé la ville de New York de la mafia. Giuliani a inculpé les chefs des 5 familles de la mafia new-yorkaise. C'était du jamais vu. Le bureau du procureur fait arrêter les 5 parrains. C'est l'action la plus audacieuse jamais entreprise contre la mafia américaine. C'était la toute première fois que les autorités américaines reconnaissaient ouvertement l'existence du crime organisé à New York et nommaient les parrains des 5 familles. Ces inculpations ont fait beaucoup de bruit et ont été largement commentées par la presse. Durant les préparatifs de la comparution des 5 caïds devant le tribunal, les forces de l'ordre sont conscientes des enjeux. Jusque-là, pratiquement aucun parrain de la mafia n'avait jamais été inculpé. Les chefs n'apparaissaient pas sur le devant de la scène, ce n'était pas eux qui appuyaient sur la gâchette, poignardaient qui que ce soit ou passaient quelqu'un à tabac. Giuliani doit être sûr d'obtenir des condamnations. Il dispose d'une arme très puissante, la loi sur les organisations mafieuses et la corruption, Racketeer Influence Corrupt Organizations, votée en 1970 et appelée loi RICO. Cette procédure a été conçue pour attraper les gros poissons qui avaient jusque-là réussi à passer entre les mailles du filet. La loi RICO permet d'inculper et de condamner à une peine allant de 30 à 50 ans de prison tout membre ou chef d'une association de malfaiteurs. La loi RICO évite aux autorités d'avoir à prouver que ces parrains sont personnellement coupables d'un crime donné. Il leur suffit de prouver qu'ils sont à la tête d'une organisation criminelle
pour les inculper d'association de malfaiteurs. Les années de surveillance effectuées par le FBI et divers témoignages permettent au bureau du procureur de constituer un solide dossier contre les caïds. Cette stratégie finit par porter ses fruits. Le 19 novembre 1986, un jury déclare les parrains coupables d'association de malfaiteurs. C'est un grand jour pour les forces de l'ordre, mais sans doute le pire de tous pour la mafia. C'est une victoire éclatante pour les autorités américaines. Chaque parrain est condamné à une peine de prison de 100 ans. Ça a démontré l'efficacité de la loi RICO. C'était un très gros coup. Ils allaient passer leur vie derrière les barreaux et les autorités avaient fait table rase. D'un seul geste, les autorités américaines ont décapité la mafia new-yorkaise. C'est du moins ce qu'elle croit. Les hommes des brigades antimafia du FBI fêtent leur victoire. Ces 5 brigades ont été en première ligne dans la guerre contre le crime organisé. L'agent John Pritchard a joué un rôle clé dans cette opération. Chaque brigade s'occupait d'une famille en particulier. J'étais chargé de superviser l'enquête sur la famille Genovese. Fat Tony Salerno, le parrain de la famille Genovese, est l'accusé vedette du procès de la commission. En dépit du succès remporté par la brigade Genovese, John Pritchard n'a pas le cœur à la fête. Un détail le préoccupe dans l'issue du procès de la commission. Depuis longtemps, il doute de la capacité de Salerno à diriger la famille Genovese. Fat Tony Salerno était considéré comme le chef de la famille Genovese. Mais n'oublions pas que c'était juste une théorie à l'époque. Aux yeux de Pritchard, le rondouillard Salerno n'a pas les attributs d'un parrain de la mafia. Il pense que la brigade Genovese s'est peut-être trompée de cible. Un soupçon inquiétant. Si John Pritchard a raison, le véritable parrain de la famille Genovese est toujours en liberté. Tandis que les forces de l'ordre savourent leur victoire, il reçoit des informations qui ne font qu'étayer ses soupçons. Fat Tony Salerno n'est pas la bonne cible. Vincent Cafaro, le bras droit supposé de Tony Salerno, a été inculpé de racket. Voulant passer un accord avec le procureur, le gangster décide de faire des révélations étonnantes. Il déclare aux hommes qui l'interrogent que Fat Tony Salerno n'a jamais été le chef de la famille Genovese. Selon lui, Salerno n'a jamais été autre chose qu'un homme de paille. C'était une ruse pour nous égarer dans nos recherches sur l'identité du véritable chef de la famille. Mais qui est au juste le véritable parrain ? La révélation que leur fait Cafaro laisse les enquêteurs sans voix. C'est un homme qu'ils n'auraient jamais soupçonné. Il leur a dit que le véritable chef de la famille, et ce depuis des années, était Vincent Gigante. Mais depuis des années, le FBI considère Vincent Gigante comme un pauvre fou. Il déambulait dans les rues en pyjama et se comportait de façon bizarre, incohérente. Il se mettait par exemple à discuter avec les parcs-mètres ou à uriner en public.
Qui aurait pu imaginer que cet individu dirigeait la plus puissante organisation criminelle des États-Unis? L'agent Pritchard se demande si Gigante a vraiment pu duper tout le FBI. Si c'est le cas, l'énorme succès remporté par sa brigade avec la condamnation de Tony Salerno pourrait devenir sa pire humiliation. Ce pauvre fou aurait-il vraiment pu les berner? Une chose est sûre pour John Pritchard. S'il veut inverser la vapeur, une tâche colossale l'attend. Il va devoir convaincre la ville de New York que le doudingue est en fait un redoutable caïd de la mafia. J'avais toujours pensé que Gigante avait beaucoup plus de pouvoir qu'on ne lui en accordait. Un homme de main de la mafia affirme que ce détraqué pourrait avoir conçu la pire arnaque de l'histoire du crime organisé. Et John Pritchard comprend que pour le faire tomber, sa brigade va devoir passer au crible tous les documents et informations que le FBI a accumulés sur Gigante. Ces dossiers chronologiques devaient nous permettre de nous faire une idée sur les types en question. John Pritchard découvre que l'homme a pour la première fois attiré l'attention du FBI en 1957. Âgé d'à peine 20 ans, il est chargé de tuer un par un concurrent, Frank Costello, chef de la famille Lucchese. Mais Gigante rate son coup. On pourrait croire qu'une boulette aussi énorme aurait foutu sa carrière en l'air. Mais ça n'a apparemment pas eu de conséquences dans son cas. Gigante grimpe rapidement les échelons de la nouvelle famille Genovese. Et au début des années 60, il accède au rang de capo. Cette position de cadre au sein de la famille le place à la tête de sa propre équipe. Au milieu des années 60, alors que Gigante postule à un rang plus élevé, il disparaît mystérieusement des écrans. Il n'avait plus vraiment de dossier sur Gigante à partir de 66. Ce qui est insensé quand on pense qu'à l'époque, il était déjà assez connu. Pour une raison quelconque, le FBI porte son attention sur Fat Tony Salerno. Un événement conséquent a dû se produire, mais lequel? Quand Pritchard étudie les dossiers des premières enquêtes du FBI sur la famille Genovese, il découvre un rapport qui pourrait tout expliquer. En 1981, le FBI décide d'utiliser Gigante comme appât pour une opération appelée « Chatouiller les mouchards ». Chatouiller signifie provoquer la mafia et écouter ensuite les conversations qui pourraient les incriminer. Vincent Gigante est l'un des mafieux visés. Il décide de le citer à comparaître pour voir comment vont réagir les membres du clan Genovese. Mais quand les agents du FBI arrivent chez Gigante, l'enquête tourne court. Ils sont entrés dans l'appartement. Ils l'ont traversé pour aller jusqu'à la salle de bain où ils avaient entendu la douche couler. Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé Gigante. Nu, sous la douche, avec un parapluie ouvert. Cette histoire a fait le tour du bureau de New York pendant un moment. C'était très drôle. Pritchard comprend pourquoi Gigante a cessé d'être dans le collimateur du FBI. En gros, le FBI le considérait comme un type loufoque qui n'avait pas vraiment d'importance. Après l'histoire de la douche, le FBI cesse de s'intéresser à Gigante. Le parrain de la famille Genovese a-t-il pu jouer la comédie?
John Pritchard craint que Gigante ait réussi à rouler le FBI dans la farine depuis des années. L'agent spécial s'intéresse alors au rapport de surveillance du FBI sur le quartier général des Genovezes, le Triangle Social Club dans le sud de Manhattan. Les hommes de la famille Genovese se réunissaient là pratiquement tous les jours pour jouer aux cartes et passer un moment ensemble. Ils ont d'abord cherché à identifier les membres de la famille Genovese, à mettre un nom sur leur visage. Au fil du temps, le FBI a recours à différentes méthodes pour exercer une pression sur les hommes du clan Genovese et briser leur anonymat. Des agents spéciaux patrouillent ouvertement devant le Triangle Club, notant les numéros d'immatriculation de toutes les voitures. Au vu et au su des mafieux, ils exercent une surveillance constante sur le bar. Ils plaçaient un homme devant le bar qui photographiait ouvertement tous ceux qui entraient et sortaient. Ça leur a permis d'établir la hiérarchie du clan. En étudiant ces rapports de surveillance, l'agent Pritchard découvre que Vincent Gigante a un emploi du temps très régulier. Les équipes de surveillance du FBI voyaient Vincent Gigante traverser tous les jours Sullivan Street pour aller de chez lui au Triangle Club. Après son arrivée, il voyait défiler tous les capots de la famille qui entraient et ressortaient du bar les uns après les autres. Les équipes de surveillance ont beau voir le soi-disant doudingue se promener dans les rues du quartier en compagnie de ces fameux gangsters, le FBI n'arrive jamais à enregistrer la moindre de leurs conversations. Les types du clan Genovese étaient très liés les uns aux autres. Ils ne l'ouvraient pas. Et le FBI n'en a rien tiré. Le bureau en conclut que Gigante est inoffensif. Une relique d'une autre époque, tolérée par les caïds. Tout ce qu'il lit suggère à John Pritchard que le FBI a négligé Gigante, le prenant pour un ancien gangster ayant perdu la boule. Tout bien considéré, il a l'air sérieusement malade. Il est incapable de traverser la rue tout seul et encore moins de diriger un empire criminel de plusieurs millions de dollars. Mais Pritchard ne peut renoncer à son intuition. Et si Gigante était le fameux loup déguisé en brebis? Le simple fait qu'il continue d'évoluer dans ce milieu est suspect. C'est incontestable. Quand on est cinglé, vraiment cinglé, on ne fait pas de vieux os dans la mafia. Il n'y a pas d'exception. L'agent Pritchard décide de tout reprendre à zéro. Le moment est venu de mettre une nouvelle surveillance en place. Depuis des années, Gigante est considéré comme un petit joueur. Pritchard décide de lui accorder désormais toute l'attention qu'il mérite. Ils étaient déterminés à faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, inculper Vincent Gigante et le faire passer devant un jury. Cette fois, le FBI fait profil bas. Il surveille dans la plus grande discrétion le Triangle Social Club 24 heures sur 24. John Pritchard ne tarde pas à constater que ses soupçons concernant Gigante sont fondés. Une nuit, je faisais partie de l'équipe de surveillance et je l'ai vu avec la vieille robe de chambre dans laquelle il traînait toute la journée. Mais tout d'un coup, il a enlevé sa robe de chambre. Et en dessous, il portait un superbe costume en peau de requin. Ça lui a confirmé qu'il ne se trompait pas de cible. C'est ce qui m'a convaincu que tout le reste n'était que du bluff. C'est le moment que John Pritchard attendait. Maintenant, il peut déclencher une nouvelle enquête sur Gigante. Il avait très peur d'aller en justice et de se retrouver en prison. Mais une intuition ne suffit pas. Pritchard doit prouver que la maladie mentale de Gigante est un subterfuge. Il retourne compulser les dossiers. Et il finit par tomber sur un rapport datant de 1970
qui lui indique le moment où Gigante a eu l'idée de cette couverture idéale. Il avait été accusé de tentative de subornation de l'intégralité des forces de police de la ville du New Jersey dans laquelle il vivait. C'était complètement dingue. Selon lui, ce n'était rien de plus qu'un geste de bienfaisance. Mais le bureau du procureur local décide de le poursuivre. Acculé, Vincent Gigante tente le tout pour le tout. Il se fait interner dans un hôpital et réussit à convaincre les psychiatres qu'il est schizophrène. Son avocat est venu au tribunal et a déclaré « Mon client n'a pas toute sa tête. Il est actuellement interné dans un hôpital psychiatrique. » À la fin des années 60, la notion de délit de folie est encore assez floue. Il était malin. Il a vu là un moyen d'éviter les poursuites. Et il a essayé de s'en servir. La ruse de Gigante fonctionne. Lors de son procès, toutes les charges contre lui sont levées. Pendant 10 ans, il peaufine son rôle et se construit un personnage de malade mental très convaincant. Une tactique qui porte ses fruits. Il s'est dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Et il a joué à fond la carte du cinglé. Une fois tous les 2 mois, il se faisait interner dans une clinique psychiatrique pour faire une évaluation. C'est devenu comme des vacances. Il allait à l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent, comme je pourrais aller à Disney World. Ces visites régulières mettent Vincent Gigante à l'abri d'éventuelles poursuites. Du coup, il pousse le bouchon un peu plus loin. En promenant son personnage de détraqué dans les rues de New York, il réussit à passer inaperçu aux yeux du FBI. Gigante joue au vieux fou inoffensif au sein d'une famille de tueurs. Et pendant une vingtaine d'années, son rôle de doudingue berne le FBI. Mais désormais, l'agent Pritchard doit trouver le moyen de montrer le caïd sous son vrai jour. Il doit avant tout faire tomber sa couverture de malade mental et prouver que Vincent Gigante est le véritable parrain de la famille Genovese. John Pritchard fait passer son enquête à la vitesse supérieure. Il intensifie la surveillance de Gigante et vise aussi ses associés. Il lui suffit d'une seule conversation le désignant comme le chef pour qu'il soit immédiatement tenu légalement responsable de tous les crimes commis par son organisation. Nous nous en sommes pris à des gens qui pouvaient relier Gigante à une association de malfaiteurs et de fait à une procédure RICO. C'était ce qui nous importait. Nous pensions qu'en persévérant dans notre enquête, nous allions finir par prouver qu'il était le parrain de la famille Genovese. L'équipe du FBI est désormais persuadée que Gigante est sain d'esprit et joue la comédie. Mais sans preuve matérielle, il peut les prendre de vitesse. C'est alors que Pritchard découvre à quel point son enquête est justifiée. En janvier 1986, 2 agents de sa brigade, Anthony Vendetti et Kathy Burke, sont en mission. Ils surveillent l'un des hommes de Gigante. C'était un type appelé Fritzi Genavelli. Fritzi était l'un des capots qui rendaient des comptes à Gigante. C'était une opération de routine, pas de celle dont on craint qu'elle ne soit dangereuse. À la fin de leur service, les 2 agents quittent les lieux. Mais ils ont été repérés par le capot. Et maintenant, ce sont eux qui sont suivis. Ils décident de s'arrêter pour prendre un café. Vendetti se dirige vers le snack bar, tandis que Burke l'attend dans la voiture.
C'est alors que Genavelli et ses hommes passent à l'attaque. Burke remarque le danger et tente de s'interposer. Mais elle n'est pas assez rapide. Les gangsters lui tirent dessus. Puis sur Vendetti. Burke est grièvement blessé. Et Anthony Vendetti meurt sur le coup. J'étais bouleversé. J'avais perdu un ami, un homme qui travaillait dans mon équipe. L'enquête de John Pritchard est devenue une affaire personnelle. Et il estime qu'il est temps de pénétrer dans la tanière du lion. Sachant que Gigante était le parrain du clan, cette fusillade lui a donné encore plus d'importance à mes yeux. Je suis allé l'interroger en compagnie d'un autre agent au Triangle Club. Il donne l'ordre à Gigante de sortir dans la rue. Quand Pritchard mentionne la fusillade, Gigante laisse tomber son masque. Il a vu que nous étions sérieux et il était très lucide. Pendant notre discussion, il n'y avait pas le moindre doute qu'il était aussi sain d'esprit que moi. De retour à son bureau, Pritchard rassemble son équipe. Depuis la fusillade, il est plus urgent que jamais de traîner Gigante devant la justice. Non seulement l'homme est sain d'esprit, mais il est aussi très dangereux. Les agents du FBI n'ont jusqu'à présent trouvé aucune preuve tangible contre le caïd. Pritchard a compris pourquoi en allant au Triangle Club. Je suis l'un des très rares agents qui soit entré dans le Triangle Social Club. Il y avait une pancarte sur le mur au-dessus du taxiphone pour avertir que le club était sur écoute. Ne dites rien de compromettant ici. C'était écrit sur le mur. Ce n'est donc pas depuis le Triangle Social Club que Gigante dirige ses affaires. Le parrain a forcément un autre quartier général. Pritchard décide de doubler la surveillance. Et celle-ci finit par porter ses fruits. Quand le FBI a intensifié la surveillance de Gigante, ils ont découvert que, contrairement à ce qu'ils croyaient, sa vie ne tournait pas uniquement autour de Sullivan Street. Une voiture vient chercher Gigante au pied de l'immeuble de Sullivan Street, dans lequel vit sa mère. Et il n'y revient que le lendemain matin. Où seront-ils? L'équipe de Pritchard concentre ses efforts sur la voiture de Gigante. Mais le suivre est plus facile à dire qu'à faire. Quelle que soit sa destination, il ne veut manifestement pas être suivi. Pendant des semaines, le chauffeur de Gigante fait des tours et des détours dans Manhattan, semant toutes les voitures du FBI. L'équipe de Pritchard ne renonce pas, et elle finit par découvrir où Gigante se cache. Ils ont réussi à le suivre jusqu'à un immeuble de l'East Side. Nous avons compris alors que c'était sa résidence principale. L'appartement appartient à la maîtresse de Gigante, Olympia Esposito. L'endroit est bien choisi et rend toute surveillance difficile. Mais les hommes de Pritchard trouvent un emplacement convenable sur le toit d'une école. Un des agents de ma brigade a fait un travail de titan. Il passait ses nuits à plat ventre sur le bord du toit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il filmait ce qui se passait dans l'appartement de Gigante.
Pendant 4 mois, l'agent du FBI filme les moindres faits et gestes de Gigante quand il est chez sa maîtresse. Pritchard a enfin la preuve visuelle que l'homme n'est pas fou. Il le voyait très bien habillé, se comportant d'une façon normale et recevant des gens avec lesquels il s'entretenait. C'était là qu'il recevait ces hommes. Nous l'avons vu en train de discuter avec eux. Nous l'avons filmé en train de compter de l'argent, etc. Ce qu'il voyait confirmait tout ce qu'il soupçonnait. C'était bien un parrain de la mafia, pas un malade mental. Pour pouvoir prouver devant le tribunal que Gigante est le parrain de la famille Genovese, ils doivent enregistrer ces conversations. Pour l'instant, le gangster ne se doute pas que le FBI est sur ses talons. Pritchard sait maintenant à quel point Gigante est paranoïaque. La moindre erreur de leur part pourrait faire capoter toute l'enquête et anéantir des mois de travail. Pour minimiser les risques, l'agent Pritchard fait appel à un spécialiste. Le FBI allait enfin d'un appareil qui devait lui permettre de ne percer qu'une partie du mur, sans que ça se voie. Malheureusement, l'installation du micro ne s'est pas très bien passée. Et il a été découvert. Il nous arrivait d'essayer des appareils qui étaient des prototypes. Parfois ça fonctionnait et parfois non. La tentative ratée met Gigante sur ses gardes. Il a immédiatement recours à son plan de secours et se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Maintenant qu'il a repris sa comédie, le drôle de parrain se croit en sécurité. Mais l'enquête de Pritchard va un beau jour revenir hanter le maître du subterfuge. Tout ce qu'on accumule au cours des années ne disparaît pas comme ça. Ce sont des preuves qui s'empilent. Un jour ou l'autre, un procureur ou un agent du FBI finira par pouvoir utiliser ces preuves. 2 ans plus tard, le procureur Greg O'Connell reprend l'enquête là où Pritchard l'a arrêté. Il veut prouver que Gigante est parfaitement sain d'esprit et responsable de ses actes. O'Connell trouve le moyen de réussir là où l'équipe de Pritchard a échoué. Il convainc un membre du clan Genovese de coopérer. L'enquête sur Vincent Gigante a ressurgi à partir d'une enquête fédérale sur un trafic de stupéfiants, pour laquelle nous avions placé des micros chez 2 gangsters notoires. L'enquête du procureur O'Connell révèle un vaste réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne en plein cœur de New York. Les preuves sont accablantes. Les forces de l'ordre mettent fin au trafic de stupéfiants et arrêtent les responsables. Ce sont tous des gros bonnets de la mafia new-yorkaise. O'Connell découvre que l'un d'eux pourrait lui donner ce que le FBI a cherché en vain à obtenir pendant des années. Un accès direct au cercle des intimes de Gigante. Bobby Ferranger est un membre de la famille Genovese. Risquant la prison à vie, il est aussi le candidat idéal pour devenir l'indique du procureur O'Connell. Les enquêteurs lui proposent un marché. Il a choisi de coopérer et nous a ouvert la porte d'un monde dont les ramifications étaient bien plus vastes que notre enquête sur le trafic de stupéfiants. Les enquêteurs découvrent que Ferranger ne s'est pas contenté de participer au trafic de stupéfiants.
Il était aussi chargé des basses besognes de la famille Genovese, qui l'a aidé à se débarrasser d'éventuels rivaux. Il avait des copains qui supprimaient ces petits gangsters de bas étage. Ils les assassinaient et ils avaient besoin de se débarrasser des corps. Feranger savait où se trouvaient les cadavres de plusieurs individus qui avaient été assassinés. Et c'est ce qui nous a permis de faire des fouilles, d'exhumer les restes et de vérifier l'identité des victimes. Les corps ont tous été ensevelis dans des locaux commerciaux et des entrepôts appartenant à la famille Genovese. Et Feranger leur révèle que ces bâtiments ont un seul et même propriétaire. Une piste qui permet de rouvrir le dossier Gigante. C'était un type qui était en relation directe avec Vincent Gigante. C'était de notoriété publique. Une révélation décisive. Accablé par les déclarations de Feranger, le dernier suspect choisit lui aussi de coopérer à l'enquête du procureur O'Connell et de témoigner que Vincent Gigante est le parrain de la famille Genovese. Son nom est Peter Savino. Ça a été le moment clé. Peter Savino travaillait directement avec Gigante. Il l'avait rencontré des douzaines de fois. Savino était un personnage capital pour notre enquête. Équipé d'un micro, il a rencontré tout un tas de membres de la mafia de New York pendant 1 an et demi. La procédure RICO permet au procureur O'Connell de se passer de preuves directes pour inculper Gigante. Il a juste besoin de pouvoir le relier à une association de malfaiteurs, ce qu'il pense pouvoir faire grâce à Savino. Au cours des années 1980, les 5 familles de la mafia s'associent pour décrocher l'un des plus gros contrats d'entretien de la ville de New York. Le remplacement des fenêtres dans le cadre du plan d'aménagement immobilier de la ville rapporte plus de 170 millions de dollars à la mafia. Et c'est Peter Savino que Gigante choisit pour représenter les intérêts de la famille Genovese au sein du cartel. Peter Savino était l'un des principaux auxiliaires de la mafia. C'était un type qui savait comment faire de l'argent. Comme il était le représentant de la famille Genovese dans l'affaire de l'arnaque des fenêtres, ça nous a permis de relier Gigante à une association de malfaiteurs. Savino accepte de témoigner que Gigante est un personnage clé de l'arnaque du remplacement des fenêtres. Ce qui prouve incontestablement que l'homme est capable de diriger une escroquerie criminelle de haut vol. O'Connell estime que son dossier est assez solide pour faire passer Gigante devant un jury. Le 30 mai 1990, les forces de l'ordre passent à l'action. Vincent Gigante est arrêté. À son arrivée au tribunal, les procureurs savent qu'il va jouer la carte de la folie. Mais O'Connell et son équipe ne peuvent pas se permettre de retarder le procès. Savino était la pièce maîtresse de l'accusation. Mais à l'époque, il était en train de mourir d'un cancer. Si Savino meurt avant d'avoir pu témoigner, le dossier contre Gigante s'effondre. Gigante a joué sa comédie habituelle. Marmonnant dans sa barbe, prenant un air de chien battu, regardant autour de lui sans prêter la moindre attention à ce qui se passait. Vincent Gigante tente de convaincre le juge qu'il est schizophrène et n'est pas en état d'être jugé. Et ça marche. Le dossier de l'accusation est sur le point de s'effondrer. Mais le bureau du procureur est prêt. Il a un second témoin prêt à affirmer que Gigante est sain d'esprit. Le procureur sort son atout. Un témoin secret de premier ordre, Sammy the Bull Gravano. En tant que bras droit du chef de la famille Gambino, Gravano a assisté à des rencontres avec Gigante. Et en mars 1996, il témoigne qu'en ces occasions, le parrain de la famille Genovese était parfaitement lucide. Il a décrit avec beaucoup d'éloquence et d'efficacité le rôle que Gigante tenait au sein de son organisation criminelle.
Le juge déclare Vincent Gigante apte à être jugé. Et le bureau du procureur peut présenter son acte d'accusation. Il comprend plus de 250 pièces, dont la plupart des preuves accumulées par John Pritchard pendant son enquête. Le fait qu'un agent du FBI se présente à la barre des témoins et décrive dans les moindres détails à quel point la seconde vie de Gigante était normale a été accablant pour la défense. C'est maintenant au tour de Peter Savino d'enfoncer un ultime clou dans le cercueil de Gigante. En phase terminale d'un cancer, il est dans l'incapacité de se présenter au tribunal. Bénéficiant du programme de protection des témoins, Savino témoigne par visioconférence depuis un lieu tenu secret. C'est un coup fatal pour les avocats de Gigante. Pour un avocat de la défense, le pire témoin, celui dont la crédibilité est impossible à démonter, c'est un cancéreux en phase terminale qui témoigne depuis son lit de mort. Malgré ses souffrances, Savino tient bon et va jusqu'au bout du contre-interrogatoire. Le 25 juillet 1997, Vincent Gigante est reconnu coupable de 8 chefs d'accusation pour racket et association de malfaiteurs. Il est établi qu'il est le parrain de la famille Genovese. Sans Peter Savino, Gigante aurait pu mourir tranquillement dans son lit. Son témoignage a été accablant. Gigante est condamné à 15 ans de prison. Une fois derrière les barreaux, sa santé commence à décliner, pour de vrai cette fois. Face à son destin, il finit par laisser tomber sa garde. Il a arrêté son manège. Il bavardait avec les infirmières, se comportait normalement et souhaitait profiter des jours qui lui restaient. Quand ça s'est su, quand nous avons appris qu'il avait arrêté de jouer la comédie, le bureau du procureur a décidé de l'inculper de nouveau pour obstruction à la justice. Le 19 décembre 2005, Vincent Gigante décède à l'âge de 77 ans. Pendant plus d'une vingtaine d'années, il a réussi à éviter la prison en jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, ce qui lui a permis de garder un pouvoir absolu sur la mafia new-yorkaise et de diriger en toute impunité son empire criminel. Indéniablement, le parrain le plus respecté, redouté, rusé et tyrannique de la mafia a été Vincent Gigante. La comédie très bien élaborée de Gigante n'a pu durer jusqu'au bout. Et grâce à l'obstination d'enquêteurs tels que John Pritchard, le drôle de parrain de la mafia a finalement été jeté en prison. Nous avons bénéficié de la vingtaine d'années de travail du FBI. Et c'est ce qui nous a permis de le détrôner. Les gens avaient terriblement peur de lui, car à la moindre erreur, il les faisait éliminer. Je suis particulièrement satisfait que nous ayons réussi à faire tomber Gigante.